Contrairement aux précédentes tables rondes, là, vous ne connaissez encore personne. Alors, je voudrais que nous procédions, si vous le voulez bien, à un petit tour de table qui nous permettra de faire votre connaissance, Franck-Antoine Perretti. Oui, bonjour. Franck-Antoine Perretti, je suis le cofondateur de Maptech et également bureau d'études thermiques et fluides. Et Maptech est une société qui développe des systèmes d'exploitation thermique en mer et qui fabrique aussi des centrales hydro-hybrides. Voilà. Anne-Marie Pérez, bonjour. Je suis la directrice du pôle de compétitivité Cap Énergie. Donc notre mission, c'est d'animer des écosystèmes avec des entreprises, comme les 3 qui sont autour de moi à cette table ronde, par exemple, des universités, comme celle-ci, des organismes de formation, des territoires, pour faire émerger des solutions pour la transition énergétique et surtout pour faire en sorte que ces solutions elles soient mises en œuvre et qu'elles se développent et qu'elles amènent une valeur économique sur le territoire. Et je suis aussi la déléguée pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de France Hydrogène. Merci. Bonjour à tous, donc et à toutes. Je suis Didier Pierre-Agostini, je suis donc président de Stepstol. Stepstol, c'est une jeune entreprise innovante créée en septembre 2016 en Corse, dans mon village, à Canary, donc en Haute-Corse. Je suis un économiste de formation et s'il y a des questions très techniques, j'ai la chance d'avoir avec moi Damien Casanov, ingénieur de notre équipe, ancien de l'Université de Corse et ancien d'ailleurs étudiant de Gilles Noton. Alors, ce que vous ne dites pas, Didier, c'est que aujourd'hui le site est à Vignoles et que vous collaborez à de nombreux programmes de recherche. On aura l'occasion peut-être de revenir sur les différentes étapes. Margot. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Margot Provost, chargée de transfert de technologie à la SAT Sud-Est. La SAT Sud-Est, c'est la société d'accélération du transfert de technologie. Et notre mission, c'est d'aller détecter dans les laboratoires des innovations. Donc, concrètement, en Corse, ça va être détecter des innovations à l'Université de Corse et faire le lien avec les entreprises du territoire ou autres, en leur permettant en fait, d'exploiter les technologies. Donc nous, après, en fait, on va s'occuper de la maturation en termes de propriété intellectuelle, technologique et marché. Et on fait vraiment ce lien université-entreprise. Et Pierre, donc, Coulombon, qui est fraîchement diplômé de Paolitech et qui a investi Corse-Tyrène depuis le mois de septembre, un jeune homme de 24 ans. C'est ça, vous m'avez déjà entendu ce matin parler et poser des questions à Monsieur Derulle notamment. Pour expliquer ma mission au sein de Corse-Tyrène, je suis chargé de projet et développement. C'est moi qui suis responsable du projet Purage de Corse au sein de Corse-Tyrène. Ce projet, c'est la production d'hydrogène afin de décarboner la mobilité corse. Je pourrais plus détailler ce projet selon les questions et selon le déroulé de cette table ronde. Et aussi, comme formation, je sors tout juste de Polytech, je suis diplômé depuis septembre. Et voilà, donc Monsieur Michael Mercier, le directeur. Donc voilà. À qui il appartiendra de faire la synthèse de cette journée à 16h30, si toutefois, une fois dans la journée, nous respectons notre chronomètre. Vous allez conserver le micro parce qu'on a mis un visage effectivement sur un nom auquel il a été fait allusion toute la journée finalement, avec cette solution qu'on aimerait que vous nous présentiez. Très bien. Alors, le projet Purage de Corse, je vais vous le présenter. Le projet Purage de Corse, il a vu le jour en 2021. En 2021, le projet Purage de Corse a lancé sa phase 1. La phase 1, c'était la création d'une ombrière photovoltaïque afin d'alimenter 2 électrolyseurs afin de produire de l'hydrogène, afin d'alimenter 7 chariots élévateurs. En chiffres, pour les énergéticiens, l'ombrière photovoltaïque, c'est 100 kW crête et nos 2 stations d'hydrogène, c'est des stations Attaway pour la marque, produisent chacune 2 kg d'hydrogène et stockent 6 kg d'hydrogène. Voilà. Donc pour cette phase 1, ça fait 1 an qu'elle a été lancée. On est très fiers de cette phase 1, très fiers à l'échelle de Haller, où on est situé,
mais très fier aussi à l'échelle du territoire. C'est passé dans les journaux, ça a beaucoup fait parler au sein de la région, de l'hydrogène et l'avenir de l'hydrogène en Corse. Et pour la phase 2, qui est en phase d'étude, je peux vous donner l'idée directrice du projet. Donc pour l'idée du projet, ça serait pas là de produire 4 kg jour, mais plus 400 kg jour. Donc là, c'est vraiment, on n'est plus du tout sur les mêmes proportions. Donc en chiffres, encore une fois, ça serait un électrolyseur de 2,5 MW qui sera alimenté par deux champs photovoltaïques de 3,8 MW crête. Donc ça fait à peu près 8 MW crête en tout. Et tout cet hydrogène produit serait amené, la logistique serait par des camions avec des racks qui amèneraient cet hydrogène à des stations de distribution à Ajaccio, Bastia et à Lire notamment. Voilà. Donc pour les usages, c'est notamment tout ce qui est les camions. On peut penser aussi, il y a l'aéroport de Bastia notamment, qui a des générateurs, qui voudra électrifier ses avions sur piste à base de générateurs électro-hydrogène. Mais aussi on a des bateaux, on a aussi des trains. Je pense au projet ICOR notamment avec Bertrand Chavalgi qui m'écoute. Et aussi, il y a le projet à Bastia avec l'électrification à quai notamment. Voilà. Merci pour cette première présentation. Vous avez, je crois, dans les tuyaux des discussions également avec Stepsol. Ce serait peut-être intéressant de coupler cette solution avec du stockage. Oui, notamment, je voulais attendre que Didier en parle, mais je vais en parler maintenant. Alors justement, pour l'hydrogène notamment, il y a des problèmes. On est alimenté avec des panneaux photovoltaïques, il y a des problèmes d'intermittence. Étant donné qu'on fait de l'hydrogène vert, on ne tire pas sur le réseau. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas possible, mais on a un facteur de charge de 40%. Le facteur de charge, c'est le temps de fonctionnement, c'est-à-dire tant qu'il fait jour, les panneaux solaires produisent de l'électricité, donc on produit de l'hydrogène, mais dès le moment où il fait nuit, on ne produit plus de l'hydrogène. Par exemple, avec notre électrolyseur de 2,5 MW, on produit 400 kg jour, mais si jamais on pouvait faire de l'électrolyse de l'eau toute la journée, on serait plutôt sur 1 tonne jour. Mais étant donné le facteur de charge, on est limité. Et dans ce cas-là, il y a Stepsol, avec sa solution de stockage, qui pourrait augmenter le facteur de charge. Ça dépend encore une fois de la capacité de stockage, 5 MWh, 10, 20, 30, ça dépend de cela. Mais selon la puissance de stockage, la capacité de stockage, on peut augmenter le temps de fonctionnement de l'électrolyseur et on peut s'approcher du 100% de temps de fonctionnement. Après, c'est encore une fois l'hydrogène, c'est pas la seule solution, hein, comme la solution de STEP. Il y a plein d'autres solutions. Par exemple, en stockage, on a le stockage hydrogène, même si le rendement n'est pas très bon. Et il y a un stockage plus industriel, il y a le stockage par air comprimé, qui n'est pas trop développé. Mais en Corse, on a un tel potentiel de stockage par STEP que ça serait bête de s'en passer. Et dans un avenir proche, je pense, si possibilité de collaboration il y a, je pense que tout naturellement on va se diriger vers Stepsol et en tout cas c'est notre ambition. Bon, mais étant donné que nous avons Didier pas très loin de vous, on va peut-être lui demander ce qu'il pense de ce partenariat potentiel. Déjà merci Pierre pour ce témoignage. Évidemment, Corsiane est une belle entreprise corse, ça c'est le premier point. À sa tête, il y a un acteur engagé aussi dans la transition écologique. Donc évidemment, ne serait-ce que pour cela, on a tout intérêt et on est très motivé à les accompagner s'ils en ont le besoin. Donc là-dessus, on a en effet commencé des discussions et on se met à la disposition en tout cas de Corstyrène pour la suite des échanges. Nous concernant, comme vous l'avez compris, le stockage est central dans beaucoup de discussions de ce matin. C'est très bien d'arriver après tous ces échanges, puisque je ne vais pas devoir vous expliquer pourquoi le stockage est important dans le déploiement en Corse et dans les zones insulaires des énergies renouvelables. Nous, notre solution, elle est assez simple, elle est très mature. Pourquoi ? Parce qu'on a repris très simplement le principe des STEP, stations de transfert d'énergie par pompage. Donc là, pour vous expliquer simplement, il y a un bassin bas, un bassin haut, des tuyaux entre le bassin bas et le bassin haut, une pompe qui fait monter l'eau du bassin bas vers le bassin haut, et quand le réseau en a besoin, ou quand l'énergie est très chère, on fait redescendre l'eau du bassin haut vers le bassin bas, et ça actionne une turbine. Et on produit comme cela de l'énergie. Donc c'est assez simple, c'est très mature,
on ne l'a pas inventé, loin de là, ça existe depuis plus de 100 ans. Il y en a énormément sur le continent, dans le monde. Il y en a une qui va être inaugurée très vite là en Suisse, très importante. Donc les STEP, c'est un sujet. Sauf que c'est très compliqué. Je ne vais pas en parler à EDF-SEI, mais c'est compliqué aussi parce que très souvent, il faut noyer des vallées. Ce n'est pas le cas de la STEP de St. Paul, mais c'est très compliqué en termes d'acceptabilité sociétale. Et donc, on est parti de ce constat. Aujourd'hui, encore une fois, il y a plein de solutions de stockage, mais celle-là, elle est mature et elle représente à peu près 99% des solutions du stockage dans le monde. Donc, on s'est dit, partons de cette solution mature, mais adaptons-la, améliorons-la, en tout cas, ou apportons des innovations. Et c'est ce que nous avons fait de 2017 à 2020, dans le cadre d'un programme de recherche mené avec l'Université de Corse, avec le CEA-Liten, avec l'INP Grenoble. Et d'ailleurs, le programme de recherche a été d'abord labellisé par Cap Énergie. C'est pour ça qu'on les connaît bien. Et c'est aussi une chance, je trouve en tout cas, je suis vraiment content de témoigner là-dessus, pour une entreprise corse, de pouvoir travailler avec les ingénieurs de Cap Énergie, parce que ça permet de structurer les projets. Et ça, c'est extrêmement important quand on travaille sur ces sujets-là. Donc, on a été labellisé par Cap Énergie en 2017, une première fois, une deuxième fois sur un démonstrateur et une troisième fois pour un projet qu'on porte en Colombie actuellement. Donc voilà, technologie simple, on est venu, on est arrivé avec certaines innovations. Les innovations, eh bien, on vient en circuit fermé. On a un système de pilotage, d'optimisation. C'est tous ces sujets sur lesquels on a pu créer de la connaissance nouvelle, breveter et avancer pour la suite. Maintenant, on a un second sujet avec l'Université de Corse et l'INP Grenoble encore. Cette fois-ci, c'est la même chose, même projet, mais en off-grid. Donc le off-grid, c'est simple, c'est électrifier un village, électrifier une communauté. Et donc là, on travaille précisément avec les équipes de Vignoles et de Palais-à-Orbe, sur le site de Palais-à-Orbe, en tout cas pour avancer sur ce sujet. Donc beaucoup d'innovations et puis des premières commerciales. C'est toujours très compliqué de passer de la recherche, de l'innovation à des premières commerciales, mais on s'en rapproche fortement. On a un premier projet en Colombie. Cette fois-ci, on est accompagné par la Direction générale du Trésor dans le cadre d'un dispositif assez génial pour accompagner les entreprises qui s'appelle le FASEP Innovation Verte. Et donc là, c'est le ministère de l'économie qui finance une installation complète. Elle sera en Colombie. Nous allons électrifier une communauté indigène. Donc le projet avance, il s'accélère et on espère pouvoir le terminer au milieu de l'année 2023. Et puis d'autres projets en Suisse, sur le continent, avec un autre projet, en tout cas nous qu'on trouve assez génial, c'est aller réutiliser les équipements hydrauliques existants. Et notamment dans les stations de montagne, puisque dans les stations de montagne, eh bien, il y a des réserves collinaires, il y a des tuyaux, il y a des pompes pour produire la neige. Et nous, notre idée, eh bien, c'est ces équipements qui travaillent seulement 1 mois et demi dans l'année, eh bien, c'est de venir les réutiliser. Et pour créer des actifs de stockage qui vont trouver des valorisations. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu particulier, mais c'est propre au continent, mais c'est sur de la réserve secondaire. Donc sujet très très important de développement de StepSol sur lequel on est en train fortement d'avancer avec des agrégateurs, avec plein de gens en tout cas qui s'intéressent à ces sujets. Donc voilà où on en est StepSol, ça se passe plutôt bien. Bémol, la Corse, compliqué. On avait un premier projet, on avait été lauréat d'un appel d'offres, tout se passait bien. Et puis ça s'est compliqué pour des histoires juridiques avec une communauté de communes qui au dernier moment, eh bien, n'a pas voulu prendre les risques liés à l'innovation, les risques liés évidemment à des risques particuliers quand on travaille sur nos sujets. C'est une déception, mais c'est pas grave, on a beaucoup appris et on va revenir, peut-être avec Corse Tyrène, peut-être avec d'autres, mais en tout cas, on est disposé à travailler en Corse dans l'avenir. Ce sera peut-être plus simple une fois qu'on aura démontré que ce qu'on propose n'est pas
qu'une simple innovation, mais que derrière, il y a un vrai sujet. Nul n'est prophète en son pays. Merci. Merci beaucoup Didier. Vous allez passer effectivement le micro à votre voisine de gauche, la directrice du pôle Cap Énergie, puisque vous lui avez saisi une petite perche, l'occasion de présenter peut-être comment ce pôle accompagne les entreprises dans leur innovation. Alors Cap Énergie, on accompagne les entreprises à plusieurs moments. D'abord dans l'émergence des projets. Parce que vous avez peut-être retenu dans les présentations de ce matin l'importance à travailler ensemble. Et en fait, cette transition énergétique, elle ne peut pas se mettre en œuvre avec les règles de l'ancien monde. Et on voit bien de chercher des partenaires peut-être. Que le travail collaboratif est vraiment très important parce que, comme tu viens de le dire, Didier, eh ben, il faut un territoire où on va implanter un projet, une communauté de communes ou autre. Il faut peut-être des partenaires entre plusieurs entreprises qui peuvent collaborer ensemble. Il faut aller chercher des financements. Donc, nous, on va aider à cette émergence de projets. Et donc, toutes les réunions qu'on organise permettent aux gens de se rencontrer, de se parler. Et ça génère des projets. Ensuite, on va aider les projets aussi à se structurer. Tu l'as dit, Pierre l'a dit aussi tout à l'heure. Des ingénieurs projets vont travailler avec le porteur de projet à comprendre le marché, le business model, en quoi c'est innovant, pas innovant, quelles sont les forces, qu'est-ce qui mériterait d'être consolidé. Et à l'issue de ce travail en B2B, le projet va être présenté à un comité de labellisation qui est constitué d'une douzaine d'experts de haut niveau, on peut dire, qui vont être là pour challenger le projet, mais de façon constructive. Alors bien sûr, au bout du compte, il y a une labellisation ou il n'y a pas, mais il y a toujours, et c'est ça le plus important, des recommandations pour que le projet puisse se développer au mieux. Puis on va aider à trouver des financements, parce qu'on a beaucoup parlé de financement depuis ce matin, donc on va aider à trouver des financements qui peuvent être régionaux, nationaux et européens, et puis des financements privés. Aussi. Donc ça, c'est aussi notre expertise de bien connaître. Souvent, on parle d'une jungle dans tous les appels à projets qui existent. Vous avez entendu, l'ADEME l'a dit, la Banque des territoires l'a dit également. Pour la transition énergétique, il y a vraiment beaucoup de financements qui sont disponibles aujourd'hui. La difficulté, c'est de repérer quel est le meilleur appel à projet à solliciter et comment constituer son dossier pour être lauréat et obtenir son financement. Et puis, tu l'as dit aussi, il y a la première commerciale, et là c'est ce qu'on appelle en R&D la vallée de la mort, c'est-à-dire comment je passe de l'innovation, éventuellement de sa démonstration à petite échelle, à la première démonstration industrielle. Et là, on sait en France que c'est extrêmement difficile. Et donc là aussi, on va aider sur ce passage-là. Et puis quand tout va bien, on va aider à donner de la visibilité à ce projet en proposant aux porteurs de projets, à nos adhérents, participer à des salons, à rencontrer de futurs clients qui pourraient justement après adhérer. Et dernier point, on va aussi aider à préparer les compétences parce que cette transition énergétique, elle passe aussi par une évolution des compétences, une évolution des métiers. Et qui est le mieux placé pour identifier ces besoins d'évolution de compétences? C'est bien les porteurs de projets qui travaillent sur ces innovations et qui détectent les compétences nouvelles dont ils vont avoir besoin demain. Et là, on va travailler aussi à organiser ce lien finalement entre les industriels et puis le monde académique pour que le monde académique prenne ce temps d'avance et réponde aux attentes des chefs d'entreprise de demain. Avec deux notes d'optimisme. La première, lorsqu'on parle de décarboner l'énergie, c'est un besoin qui est mondial. Donc l'innovation, la solution innovante trouvée en Corse, elle peut s'exporter. Et la seconde, c'est que des études montrent que les énergies qui passent entre vos mains ont un chiffre d'affaires croissant. Alors effectivement, Bercy a fait une étude récemment sur l'ensemble des pôles de compétitivité, puisque on est 56.
Cap Énergie, on travaille sur l'énergie, comme notre nom l'indique, mais il y en a d'autres qui travaillent sur les matériaux, sur la santé, etc. Et en fait, Bercy a fait une étude statistique qui montre que les adhérents du pôle ont des chiffres d'affaires qui augmentent plus vite et ont également des effectifs qui augmentent plus vite. Donc, ce travail, en étant soutenu et en pouvant s'appuyer sur un collectif, c'est vraiment quelque chose d'important quand on est un entrepreneur, parce qu'on parle toujours de la solitude du chef d'entreprise, surtout quand on est une PME, encore plus une start-up. Et donc, c'est vraiment très, très important pour les entrepreneurs d'être dans des réseaux qui vont les soutenir, et des réseaux qui aussi vont faire partager de l'expérience entre chefs d'entreprise. Je dirais que dans des réunions comme aujourd'hui, certes les tables rondes sont importantes, mais ce qui s'est passé au déjeuner ou à la pause café, c'est aussi important que ce qui se passe dans l'amphi aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très très important. Je crois que Didier voulait ajouter un petit mot et ensuite je passerai la parole à Franck-Antoine Peretti. Oui, juste un rapide mot. Il y a dans la salle une structure qui nous a beaucoup aidés et je tiens absolument à les remercier. C'est évidemment l'ADEC. Puisque le fait d'avoir été labellisé par Cap Énergie en fait, nous a ouvert aussi des portes du côté de l'ADEC, ou en tout cas à valider le soutien de l'ADEC. Et l'ADEC, depuis finalement 2017, eh bien, accompagne Stepsol et c'est quelque chose d'assez important quand on est sur ces sujets-là, de pouvoir compter sur le soutien de la région. Aussi BPI. Alors, étonnamment, pas BPI Corse, mais BPI PACA. On a là réussi à avoir un prêt innovation. C'est dommage. BPI Corse, on n'a jamais réussi à travailler, ou en tout cas à les intéresser. Et puis, une troisième chose, oui, la Banque des Territoires. On a été audité pendant 6 mois. Ils sont venus chez nous. Et on est ce qu'on appelle... Comment ils appellent ça entrer en vivier. Je trouve ça très joli comme expression. Mais donc, ça veut dire qu'ils nous accompagneront. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Si nous allons vers des collectivités, eh bien, ils accompagneront les collectivités sur des montants assez intéressants si ces collectivités eh bien, s'intéressent à nos sujets. Pardon, je continue. Une autre entreprise appartient à Cap Énergie. C'est la vôtre, c'est la start-up Maptech, Franck-Antoine Peretti. Oui, tout à fait. Alors, ça fait un peu dinosaure parce qu'on est les plus vieux de la bande. Je suis le plus vieux physiquement, mais aussi le plus vieux labellisé visiblement, puisque vous nous avez labellisé en 2014. Donc ça commence à remonter un petit peu. Et ce qui avait été labellisé, c'est le système de l'hydromaréthermie. C'est un mot un peu barbare qui a été inventé un soir de déprime parce que je ne savais pas comment l'appeler. Et... Non, pas un soir d'ébriété, je n'étais pas encore en état d'ébriété. J'étais sobre, justement. Et ça consiste, en fait, à se servir... Alors, dans l'énergie, on a entendu parler de beaucoup de systèmes qui fabriquent des énergies, enfin, qui fabriquent de l'électricité en termes d'énergie. On a entendu parler du stockage, on a entendu parler du stockage sous forme de batterie, on a entendu parler du stockage sous forme d'énergie cinétique, puisque c'est de l'énergie cinétique. Nous, c'est plutôt sur le côté de la gestion et de la temporisation sur le stockage thermique. Alors, ce qu'on va chercher en mer, au travers de l'hydromaréthermie, c'est l'effet capteur solaire thermique de la couche de surface de la mer. Alors, c'est une énergie très diffuse. Donc, comme tout ce qui est très diffus, c'est beaucoup plus compliqué à essayer de capter pour la reconcentrer, pour en faire quelque chose. Donc, on a développé pour ça j'ai passé 22 ans de ma vie quand même là-dedans, donc à essayer de faire ça. Ça fonctionne, c'est déjà un résultat. Ça aurait pu ne pas marcher, mais pour essayer de reconcentrer cette énergie. Donc, développer des échangeurs en circuit fermé, parce que la mer est un milieu qui est fragile. Moi, je suis fils de pêcheur, donc sensibilisé quand même à ce milieu-là depuis le départ. Mon père était patron pêcheur à Propriane. Et c'est un milieu qu'il faut absolument préserver. D'ailleurs, qui commence aussi à s'abîmer aussi avec le réchauffement climatique et d'autres usages, et notamment de la pollution sonore aussi. Donc c'est un sujet sur lequel on a aussi travaillé, parce que la pollution sonore est quelque chose d'important. Donc en gros, c'est un système en circuit fermé,
donc pas de pompage, pas de rejet, pas de remaniement des sédiments dans les fonds. C'est un système qui aussi au niveau acoustique a été extrêmement travaillé avec une circulation en laminaire pour les techniques, mais en gros qui ne génère aucune nuisance sonore susceptible de perturber le milieu, et avec des contraintes thermiques, de rayonnement thermique autour de la sonde, puisque si on va récupérer du chaud, ça veut dire qu'on va réinjecter du froid dans le milieu et vice-versa, qui sont extrêmement minimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une pompe à chaleur en eau de mer, on a un delta T de 5 degrés entre le pompage et le rejet, c'est réglementaire, c'est comme ça. Là, on est plutôt à 50 cm des sondes aux alentours du demi-degré. Voilà, donc ça c'est à peu près l'idée de volume. Et au niveau encombrement aussi, parce que c'est important, dans les encombrements, c'est extrêmement compact. C'est ce qui a demandé d'ailleurs le plus de travail. Puisqu'aujourd'hui, une sonde pour une puissance de 300 kW, si vous imaginez que si c'était des tubes pour échanger normalement en statique, il aurait fallu compter à peu près 20 watts au mètre. Donc vous voyez, pour faire 300 000 watts, divisé par 20, vous avez la longueur du tuyau. Là, on arrive à le faire sur des éléments qui font 2,60 m de long pour 20 cm de diamètre. Donc c'est extrêmement compact. Mais c'est très difficile à fabriquer. Donc c'est tous ces développements qui ont été là. Puis après, on a été... parce que quand on est mordu par la recherche et le développement, on continue. Généralement, c'est un peu comme le jeu, c'est une maladie. On a été développer des systèmes qu'on appelle des hydrohybrides, parce qu'on avait déjà les matrices au niveau des systèmes thermodynamiques associés qui vont derrière, mais qui sont spéciaux. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus des pompes à chaleur sur eau de mer, parce que ce serait trop simple. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, avec du multidétente, enfin, tout un tas de choses. Et donc, on a été développer de l'hydrohybride pour là où il n'y avait pas d'eau. On s'est dit, s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas la mer, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on a ressorti un truc un peu poussiéreux qui s'appelait les boucles tempérées à l'époque, pour les pompes à chaleur. Et les boucles tempérées, ça consistait à faire un stockage sous forme d'une boucle en tube. Et nous, on en a fait des bassins. Et là, on vient de finir, on est en train de finir, on attend la mise en service dès qu'on a notre consuel pour mettre en route sur un site hôtelier à Santa Manz, l'hôtel Ucapubiang pour ne pas le citer, où il a une centrale thermique qui va lui faire, parce que nous arrivons à maîtriser aussi les 3 sources en simultané sans alternance. C'est-à-dire qu'on maîtrise un ballon froid pour la climatisation, un ballon chaud pour le chauffage, et de la fabrication de CS, mais on n'arrête pas de faire de l'ECS pour faire du chauffage. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut savoir que ça aussi, ça mystifie l'histoire de la clim, parce que quand vous avez des besoins de CS, d'eau chaude sanitaire, d'accord, quand vous faites 100 kg de chaud, en gros, vous faites un petit peu moins de 100 kg de froid. Donc ces 100 kg de froid, soit vous les jetez, soit vous les utilisez. Aujourd'hui, vous prenez un hôtel, conventionnellement, il a une piscine qu'il doit chauffer pour sa clientèle, parce qu'il y a un aspect concurrentiel, alors après on peut toujours en discuter. Il met généralement une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur, elle fait du chaud dans le bassin, elle jette du froid dehors. Pendant ce temps-là, il va climatiser son hôtel, parce que les clients ont besoin d'être au frais quand ils rentrent de la piscine, et à ce moment-là, il va jeter du chaud dehors pendant qu'il va faire du froid dedans. Déjà, si on mutualise ces deux sources-là, on arrive à quelque chose. Donc il faut travailler là-dessus, mais ça veut dire qu'il faut maîtriser aussi tout le côté algorithme de programmation et système de gestion informatisé qui va derrière pour pouvoir le faire de façon optimisée. Et quand on en arrive à ça, on en arrive aussi à se dire que là, sur les centrales hydrohybrides, on a mutualisé tout. C'est-à-dire on a mutualisé de la géothermie horizontale, pas de la géothermie verticale, qui a d'autres problématiques. On a mutualisé du solaire thermique, mais qui ne sert pas à faire de l'eau chaude sanitaire. On l'a dévoyé complètement. Il nous sert à maîtriser une pile à énergie, qui est en fait, cette pile à énergie, c'est de l'eau. Uniquement de l'eau en circuit fermé, qu'on ne perd pas, qui ne s'évapore pas, qu'on ne jette pas, et qui va nous permettre de stocker cette énergie. C'est-à-dire que notre solaire, qui est aussi intermittent, bien évidemment, jour, nuit, des jours sans soleil, etc., en jouant sur les écarts de température dans cette pile, dans ce qu'on enterre sous terre, donc qui ne prend pas sur le foncier, qui n'artificialise pas les sols au niveau des cultures qu'on peut faire au-dessus, d'ailleurs c'est replanté sur la pile, hein, elle est enfoncée profondément, on arrive à ce moment-là à stocker jusqu'à là, avec simplement 105 mètres cubes, hein, on arrive à stocker 2 mégawatts, ce qui veut dire qu'en gros, on peut faire tourner et optimiser les systèmes de production amplificateurs, donc en gros,
les systèmes thermodynamiques derrière, en restant pratiquement à pleine puissance pendant 6 jours sur le site sans soleil. Il n'y a pas un rayon de soleil, ça continue à tourner. Après, on va chercher de la géo, on va chercher autre chose, on va chercher de l'hydromaréthermie aussi, parce qu'on l'a pré-étudié, équipé pour pouvoir marcher avec l'hydromaréthermie en plus. Là, il y a un petit problème d'autorisation qui doit finir d'arriver. Toujours des petits problèmes juridiques qui peuvent venir derrière, bon, malheureusement. Et l'avantage de ces systèmes, quand on va... Là, je vais vous parler juste en 30 secondes et je vais le faire très vite, du stockage thermique. On raisonne toujours sur du stockage électrique, il en faut, bien évidemment. Mais on peut aussi piloter des centrales thermiques qui vont stocker de l'énergie aux heures. Et donc, c'est beaucoup plus facile de stocker de l'eau chaude ou de l'eau glacée, hein, tout simplement. C'est beaucoup plus facile de stocker de l'eau chaude ou de l'eau glacée, en plus qui ne prend pas de foncier, puisque ça peut être sous terre. Et il vaut mieux que ce soit sous terre. Éventuellement même dans la mer, c'est encore, des fois encore même mieux, sous la mer, de stocker simplement de l'eau douce, sans additifs. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire que si ça lâche, on a mis un verre d'eau dans la mer, quoi. Donc, en gros, c'est pas grand-chose. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut aller chercher. Et aujourd'hui, je finis là-dessus, sur les énergies renouvelables aujourd'hui, et sur ces technologies, c'est de plus en plus complexe. Donc, il faut aller chercher tout. Vous avez des villes qui rejettent des millions de mètres cubes d'eau douce en sortie de leur station d'épuration. Vous reprenez 2 degrés simplement de température là-dessus. 2 degrés. Vous savez, pour chauffer un litre d'eau d'1 degré, en gros, vous comptez 1,163 watts. Vous multipliez, vous avez des mégawatts thermiques qui sont là, qui sont jetés en permanence dans la nature, qu'on n'utilise pas. Aujourd'hui, il va falloir aller rechercher tout ça. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de nos activités. Merci Franck-Antoine Perrette. Dernière prise de parole pour la SAT Sud-Est et ensuite vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête à nos invités. Margot Provost, vous nous avez dit faire le lien entre les labos notamment et le monde économique. Avez-vous des exemples ? Oui, alors effectivement, on fait le lien entre les laboratoires et le monde économique. Donc, comme je disais, concrètement, en fait, on va à la rencontre des chercheurs, voir ce qu'ils ont quels sont les résultats de leurs recherches. Est-ce que c'est innovant? Est-ce qu'on va pouvoir partir sur un brevet, sur un dépôt de logiciel? Parce que notre base, quand même, c'est la propriété intellectuelle. Pourquoi la propriété intellectuelle? Pourquoi cet actif? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on va transférer à un industriel ou à une start-up en création. Donc, on va aller dans les laboratoires, accompagner le chercheur sur ces démarches-là et en parallèle prospecter des industriels qui seraient intéressés ou accompagner des porteurs, notamment en collaboration avec l'incubateur, pour qu'ils créent leur start-up sur la base de cet actif. Alors, je vous interromps juste une demi-seconde, mais il a été fait allusion à 2 reprises à des problèmes juridiques. Vous vous en chargez aussi ? Alors, oui, alors sur les problèmes juridiques, on regarde surtout la propriété intellectuelle. On regarde s'il n'y a pas de copropriété entre l'Université de Corse ou d'autres partenaires pour s'assurer que le titre de propriété intellectuelle va être libre d'exploitation par l'entreprise ou par la start-up. Donc là-dessus, oui, on regarde ça. Sur les points juridiques, comme nous, on a aussi des aspects d'investissement qu'on travaille sur alors anciennement les plans d'investissement d'avenir, mais aujourd'hui sur les financements France 2030. Donc on est sur du financement public, même si on a un statut privé. Donc on ne peut investir que sur des innovations qui appartiennent que à des laboratoires publics, parce que sinon ça reviendrait à financer du privé et c'est pas dans notre modèle économique. Donc là-dessus, sur ces aspects juridiques, on regarde ça, mais en tout cas pour l'entreprise qui va licencier la technologie ou pour la start-up, on s'assure que ce soit libre d'exploitation. Donc ça, oui. En termes d'exemples, alors on a travaillé avec MicroStep, avec StepStol sur le projet MicroStep. Donc là, ça prouve que l'innovation, c'est quelque chose de compliqué qui prend du temps parce que finalement, c'est un projet qui n'a pas vu le jour. Donc c'était un projet de logiciel et finalement, StepStol s'est orienté sur autre chose, mais en tout cas, on avait initié un petit peu la démarche.
Donc moi, là, aujourd'hui, j'ai plutôt des exemples de projets qui ont été développés par Aix-Marseille Université en collaboration avec le CNRS. Et il y a un projet aussi avec l'École centrale de Marseille. Le premier, c'est la création d'une start-up qui s'appelle VH93. Et en fait, la technologie a été développée donc, par un laboratoire de recherche. C'est une hydrolienne, en fait, avec un système de pales innovant. Donc, le système a été breveté. Nous, on a investi dans le développement de la technologie pour que ça puisse être industrialisé. Et la start-up a pu se créer à partir de ça. Donc voilà, donc c'est une start-up qui est implantée dans le sud-est et donc qu'on a accompagné là-dessus. Donc il y a deux aspects. On accompagne à la fois l'université parce que du coup ça lui permet en fait de pas garder les innovations dans les tiroirs et aussi d'avoir une source de revenus parce que la licence d'exploitation, les revenus de licence vont revenir à la SAD pour qu'elle se rembourse, mais aussi à l'université. Donc c'est vraiment faire le lien entre les laboratoires et les entreprises. Et ensuite, il y a un autre projet là, qui est en cours, qui est également porté par Aix-Marseille Université et le CNRS. Et là, en fait, c'est un système de pales pour les éoliennes, pardon. Là aussi, le système a été breveté et là, en fait, on est sur un programme d'investissement, donc ce qu'on appelle un programme de maturation. Donc pour les programmes de maturation, donc on a un investissement qui va être dédié, ça peut être à des ressources humaines, donc à des ingénieurs que nous on appelle maturation. Soit de la prestation de service ou du consommable. Et en fait, cette étape de maturation se fait dans le laboratoire. Donc là, c'est en cours. Et on a déjà identifié 3 entreprises qui seraient intéressées par cette technologie. Donc bien évidemment, on attend les résultats de cette maturation pour voir ce qu'il en est, pour voir s'ils vont licencier la technologie. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on dérisque le projet. Et en fait... Le projet il sort du laboratoire avec un niveau de maturité. Si vous connaissez un peu l'échelle des TRL, on est sur un niveau de maturité qui est de TRL 3, donc c'est-à-dire qu'on a la preuve de concept. Et grâce à notre investissement en maturation, on va monter sur un TRL qui est proche de l'industrialisation. Et c'est ça qu'on va pouvoir proposer à l'industriel. Donc on dérisque toute une partie du projet et en plus, les entreprises vont avoir accès à un savoir-faire, à une expertise qui est super intéressante et qu'on va retrouver dans les laboratoires de recherche. Merci beaucoup, Margot. Des questions? Faites-moi signe. Alors je promets, c'est pas pour me venger de tout à l'heure. Non, une question pour les 3 entrepreneurs. Donc vous l'avez dit, et on comprend qu'on arrive à faire des projets pilotes, on arrive à faire des preuves de concept, on arrive à avoir des solutions techniques qui fonctionnent. Et ce qui est difficile, c'est l'industrialisation, la commercialisation, le premier contrat commercial avec des clients. Qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui vous manque pour arriver à aller à l'étape d'après de projets industriels? Alors Corstyrène, il y a des projets qui sont tout prêts, qui sont prêts d'arriver, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose pour que ça puisse arriver. C'est quoi? C'est l'argent, le juridique, la complexité, l'envie, pas la vôtre. Hein. Peut-être que ça aurait été bien de poser la question à l'ADEME tout à l'heure sur l'éligibilité des projets subventionnés, par exemple, en matière d'hydrogène. Déjà, oui, il y a quelque chose qui est primordial à dire. C'est par exemple, moi je prêche pour ma paroisse, on va dire. Pour le projet Purage de Corse, pour notre phase 2, on attend l'appel à projet dont on n'a pas le cahier des charges. Ce qui est très compliqué à se projeter. On part sur un projet A, mais l'ADEME attend peut-être un projet B. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi pour répondre à l'ancienne table ronde, pourquoi il n'y a pas beaucoup de porteurs de projets en Corse. Et moi, j'ai envie de retourner le raisonnement à l'envers. Pourquoi il y a plus de porteurs de projets sur le continent qu'en Corse? Et tout d'abord, il faut parler aussi des freins réglementaires. C'est pas contre vous, encore une fois, mais il faut en parler. Notamment pour l'autoconsommation collective dans les ZNI depuis 2019, où notamment, sur le continent, on est à 3 MW de puissance et un rayon de 10 km. Et en Corse, on est à seulement 500 kW et 1 km de diamètre. Donc ça réduit grandement notre marge de manœuvre.
Donc on a la solution de ligne directe, mais pour donner des chiffres, les lignes directes, c'est 100 000 € le kilomètre de ligne. Donc si, imaginons, on a par exemple une solution de stockage, imagine une STEP avec StepSol à 8 km, c'est 800 000 € de câbles à ajouter, par exemple. Donc c'est pour ça, les porteurs de projets en Corse, c'est très compliqué. Il faut s'armer de patience et aussi être très résilient. Mais par exemple, pour le cas de Corse-Sirène, je vois beaucoup de partenaires du continent, de grosses entreprises du continent, qui sont intéressées pour faire l'hydrogène en Corse, mais au vu des freins réglementaires, qui passent par des entreprises locales comme Corse-Sirène pour avoir un avis, pour être partenaire d'un projet avant de s'implanter. C'est dire la difficulté d'être porteur de projet en Corse. Voilà. Moi, je rajouterais un cas, une expérience, c'est évidemment pour pouvoir injecter sur le réseau, il y a un cadre réglementaire. Et là-dessus, l'AUE avait appuyé fortement, en tout cas l'idée de pouvoir aller négocier avec la CRE des tarifs en gré à gré, parce qu'on est dans de l'innovation. Et ça paraissait cohérent, c'est inscrit dans le SRCAE, c'est inscrit dans la PPE, c'est inscrit partout. C'est signé partout. Et pourtant, ça ne fonctionne pas du tout. Pas du tout. Quand pourtant, on a été présenté par un ministre à la CRE, accompagné par un ministre, vraiment, et on s'est retrouvé face à la CRE, et ils nous ont dit non, il y a un cadre réglementaire, il y a des appels d'offres, PV plus stockage, même si la case n'est pas la bonne, vous allez y répondre dans cette case-là. Et donc nous, on est dans l'innovation et on doit s'enfermer dans une case. Et ça, en fait, c'est des contraintes colossales. Donc c'est les freins, ils sont réglementaires et il n'y a pas de flexibilité, de souplesse, même s'il y a un cadre législatif ou juridique qui devrait nous permettre d'avoir ce cadre réglementaire. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Franck-Antoine ? Nous, on a toujours été soutenus. Enfin, c'est marrant de le dire, mais on n'a jamais rencontré de vrais freins. Voilà. Depuis, à commencer par la DDTM, ça a toujours été limpide, ça a été clair, jusqu'au moment. Et puis, il y a plein de gens qui nous ont aidés aussi, y compris un monsieur qui est assis là, qui s'appelle Judicaël Lambach-Albertini, qui a passé quelques heures au téléphone, très tardif des fois, pour nous aider à nous apprendre à nous présenter. Bon, ça n'a pas marché, la preuve. Mais il a perdu du temps. Donc, vous voyez, par exemple, oui, on peut avoir des freins tout bêtes. Vous voyez, dans l'hydro-hybride, il y a un truc qui est absolument ridicule. Aujourd'hui, vous avez un appel à projet sur du solaire thermique. Le solaire thermique, on va vous dire, c'est fait pour faire de l'eau chaude sanitaire, la douche. Vous dites, oui, mais moi, je voudrais la mettre dans une pile. Ça peut être bloquant. Ça n'a pas été bloquant au niveau de l'AUE, mais ça peut être bloquant au niveau de l'ADEME. S'il n'y a pas la case la croix, vous êtes mort. Alors que c'est toujours pareil, c'est la même chose, sauf que vous en faites autre chose. Mais ça passe pas. Donc, ça peut ne pas passer ou être difficile. Puis après, vous avez des problèmes qui sont tout bêtes. Là, on a eu, par exemple, sur le dernier projet, qui est d'ailleurs tant mieux, il est passé en hydro-hybride, il devait être en hydromaréthermie. 2 ans, en fait, ça a été très vite au niveau de la DDTM. On a eu le oui de la DDTM très vite, de principe, le oui de la police de l'eau, le oui de l'étude au cas par cas, le oui de l'ADREAL. Il manquait 2 choses. 2 avis favorables. Un de la commune et un de la RNBB, la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. 2 ans d'attente. Le gars avait ses chaudières qu'elle allait lâcher au gaz et au fioul pour l'autre. Donc il a dit qu'est-ce qu'on fait ? Il a décidé de passer à l'hydro-hybride et on est toujours en attente pour brancher l'appareil hydromaréthermique et on n'a toujours rien. Voilà, c'est le genre de choses qui peut ralentir. Vous voyez ? Et pourtant, nous, on est au stade de l'industrialisation plus qu'industrialisation, puisqu'on est même en train de fabriquer encore d'autres centrales qui sont en préparation dans les cartons. Merci pour ces éléments de réponse. Merci aussi à Jean-Marc Ambrosiani qui a eu la sagesse, la patience d'attendre. Et je sais que derrière un écran, c'est pas toujours facile et qui va peut-être aussi pouvoir prendre la parole puisque l'ADEME, il en a été question il y a peu de temps. Écoutez, je vous demande de me pardonner d'abord, je n'étais pas tout le long parce que j'avais une autre réunion en parallèle, mais j'ai entendu la fin de vos échanges effectivement il y a quelques minutes. D'abord, les trois entreprises qui sont là sont de magnifiques exemples de créativité, de création, d'invention de nouvelles solutions. Toutes les trois, on a eu le plaisir de les accompagner. On a le plaisir de les accompagner encore maintenant pour celles qui font partie d'ores et déjà
du club international. C'est le cas, je crois, de Stepsol et peut-être d'autres demain avec les solutions qui sont développées. Corstyrène, on a financé la moitié du projet. MacTech, effectivement, on accompagne aussi une partie du financement. Tous ces projets, en fait, ont accès à un certain nombre de dispositifs d'accompagnement financier, de subventions pour les accompagner. Puisqu'on parlait de TRL avec Madame de la Satte il y a quelques instants, depuis des TRL un petit peu antérieurs à l'industrialisation avec les PIA, les programmes d'investissement d'avenir qui ont permis à un certain nombre de projets de se développer. Et qui continueront demain avec France 2030, puisqu'il y a toujours cette dimension de finalisation de l'innovation qui existe. C'est vrai que les cadres sont contraints. Les règlements européens imposent un certain nombre de règles communes, voire de mise en concurrence des projets. Donc pour les mises en concurrence, il faut arriver à les comparer, les projets, et donc avoir des cases qui permettent de faire la différence. L'enjeu pour des administrations comme la nôtre, comme la Creux peut-être plus que nous, c'est effectivement d'arriver à pousser un petit peu les murs quand les cadres ne permettent pas tout à fait d'accueillir l'innovation telle qu'elle arrive. Je sais que on a des cas, des cas très particuliers, on a toujours des cas particuliers et toujours des cas un peu plus spécifiques en Corse qu'ailleurs. Ne serait-ce que quand on veut produire de l'hydrogène jour et nuit, et ben, effectivement, la nuit, il faut avoir des solutions autres que d'utiliser de l'électricité produite par nos centrales au fioul pour que cet hydrogène reste vert. Donc il y a des solutions, je sais que les acteurs y travaillent, je sais que ça complexifie clairement les projets dans un nombre certain de cas. Mais la plupart du temps, on arrive à trouver une façon d'accompagner. Complément. Oui, alors un petit complément, mais pour le coup, ça ne va pas forcément être très politiquement correct. On a des porteurs de projets qui... On parle toujours d'agilité, il faut être agile, On a des porteurs de projets qui sont agiles, on demande aux porteurs de projets d'être résilients. Sauf que on se rend compte... À chaque fois, c'est l'exemple du parcours des 400 mètres haies. Une fois arrivé les 400 mètres haies, on pense qu'on a franchi toutes les étapes. Mais après, on se reprend encore 400 mètres haies en plus. Et puis, à la fin des 400 mètres haies, on pense que c'est fini, mais il y en a encore. À la fin, on va se dire, mais l'innovation, les porteurs de projets, il n'y a pas de porteurs de projets, les gens ne font pas. Je veux dire que c'est à notre travail, à nous, collectivement, État, région, la Creux, EDF, toutes les institutions, à créer... à faciliter ce cadre. C'est quand même... On inverse les rôles. Donc, j'en profite pour remercier du coup, les porteurs de projets ici présents et ceux qui ne sont pas aussi ici présents pour toute la patience et la passion qu'ils développent dans leurs projets. Et bon. Moi, j'aimerais rebondir sur les propos de M. Ambrosiagne. Enfin, pas que ses propos, mais d'une façon générale aussi. Il y a une autre chose qu'en Corse, c'est très compliqué, c'est qu'il faudrait que nos élus soient plus des catalyseurs, des catalyseurs de projets, lorsque des projets en valent la peine. Je prends par exemple un exemple tout bête, mais par exemple un projet peut être annoncé dans un journal et quelques semaines après on n'entend plus parler de ce projet parce que l'élu est sur d'autres projets. Il faut que les élus accompagnent plus les porteurs de projets. Je vois sur le continent, par exemple, ça se fait beaucoup, que ce soit les collectivités, que ce soit les différentes assemblées, les différentes entités qui ont le pouvoir de faire avancer les choses. Mais malheureusement, encore peut-être par preuve de timidité, peut-être, on n'ose pas. C'est le principal problème. Et on a besoin de cet accompagnement des pouvoirs publics notamment. Voilà. Anne-Marie Pérez. Peut-être sur cette question d'accélération des projets, je vais faire comme Vincent, faire une proposition. On pourrait tout à fait réfléchir à un dispositif propre au territoire, qui serait un dispositif d'accélérateur de projets,
La BPI a un projet d'accélération d'entreprise. Mais là, on pourrait avoir peut-être un dispositif d'accélérateur de projets avec des critères de sélection et puis un processus qui serait mis en place. Voilà une deuxième proposition concrète. Ça fait du bien, les propositions concrètes. Avez-vous des questions ? Plus de questions ? Ne me dites pas que nous allons terminer presque à l'heure. Je voudrais ajouter deux choses, parce que depuis ce matin, ce qui me manque, on l'a évoqué, mais j'aimerais insister là-dessus, c'est à quel point on est devant un changement de paradigme total pour réussir la transition énergétique 2050. Donc il y a des solutions qui existent, qui sont technologiquement matures, qu'il s'agit d'accélérer, ce dont on vient de parler, et il faut commencer par ça, bien sûr. Mais pour atteindre les objectifs 2050, il y a 50% des solutions qui sont à imaginer. Donc voilà, pour ceux qui sont côté R&D, côté innovation, il y a vraiment un boulevard devant nous. Et il ne faut pas penser qu'on va prendre le modèle d'aujourd'hui et le dupliquer dans un modèle de demain avec simplement des nouvelles technologies. Il y a de la place pour innover dans le domaine de la technologie, mais il faut aussi innover dans le modèle global. Le véhicule électrique, on ne va pas passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Donc il va falloir vraiment penser aussi à des solutions de service. Et je pense que si on veut réussir cette transition énergétique, il faut vraiment travailler technologie, plus modèle économique, on en parlait tout à l'heure, plus aussi avec tous ceux qui travaillent sur les modèles sociétaux, les comportements des uns et des autres, et pas que le comportement du citoyen, pour imaginer finalement comment va fonctionner cette économie demain. Parce que c'est ça qui va faire émerger aussi des solutions nouvelles. Et ça me paraît vraiment très important. Et donc, si vous avez aimé cette journée, moi, je vous donne rendez-vous, et c'est un petit scoop, le 9 décembre, puisque Cap Énergie va organiser, en partenariat avec l'ADEC et avec le soutien de l'AUE, une journée justement sur l'énergie, sur les projets, pour réussir la transition énergétique avec tous les membres de Cap Énergie Corse et d'autres, et tous ceux qui sont intéressés par ces sujets. Merci pour l'annonce concernant votre réseau, Anne-Marie Pérez. Didier Piera Agostini pour une dernière prise de parole. Oui, d'abord, je voudrais remercier évidemment toute l'équipe de l'organisation. C'est aussi, on parlait de contraintes réglementaires, mais ces temps d'échange, ce sont des temps précieux pour nous. On est dans notre organisation avec nos équipes et on a besoin d'échanger. On a besoin de cette possibilité de s'exprimer et puis de voir aussi quelles sont les possibilités de communication, de conversation, d'échange. Et puis je voudrais remercier aussi le directeur régional de EDF SEI parce que c'est rare. C'est peut-être la première fois que je vois un directeur régional rester toute une journée, des institutionnels qui ouvrent et qui sont des gens importants, jusqu'au dernier d'une présentation. Et les derniers, c'est nous. Et c'est important de voir aussi que vous êtes là. Je trouve que c'est un bon signal. Et j'espère que cette transversalité entre l'université, entre le gestionnaire de réseau en l'occurrence, entre les institutionnels qui sont aussi ici, et nous, les porteurs de projets, eh bien, j'espère que cette transversalité pourra perdurer dans le futur. Et je suis déjà très heureux de savoir que le 9 décembre, il se passera quelque chose. Merci. Merci à vous pour votre participation. Je vais demander à Michael Mercier-Finidori de nous rejoindre. Michael, à qui incombe la lourde tâche d'effectuer la synthèse de la journée et d'aborder les perspectives. Alors, on a parlé effectivement d'innovation, innovation énergétique, innovation sociétale, peut-être également de l'émergence de nouveaux métiers et peut-être aussi donc des formations
qui mérite de s'adapter à ces enjeux. Merci beaucoup Isabelle. Alors je vais essayer de faire une synthèse pas trop longue si possible. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe qui a organisé cette journée. Donc les responsables scientifiques, Nathalie Lamé, Paul-Antoine Bizambig, Morgane Millet, qui est responsable également de l'organisation de toute la chaire. Je remercie particulièrement Graziel pour ce beau cadeau pour la journée, à assister à toutes ces belles prises de parole et pour m'avoir permis de faire une synthèse de cette journée. Alors je vais reprendre un petit peu le fil de la journée, alors sans reprendre tout en détail, mais après une ouverture institutionnelle qui reprenait un petit peu, si je puis dire, les opportunités offertes à la Corse en développant les ENR, que ce soit pour les entreprises et les collectivités locales, que ça allait évidemment impacter pas mal de création d'emplois. Donc ça, c'est M. Vinciguer qui l'avait précisé. M. Paolini avait mis en avant un petit peu la problématique des îles, et que ça, on pourrait, la problématique d'importation massive des ressources fossiles, le poids du transport, la production électrique, et qu'évidemment, on devait développer les ENR, la maîtrise de la demande en énergie, qui est évidemment un des points importants et peut-être le plus facile à mettre en œuvre dans un premier temps, j'y reviendrai un petit peu après. La partie recherche-innovation, avec le plan hydrogène. Et donc tout cela, c'était évidemment avec une action politique et de l'innovation scientifique. Ensuite, nous avons eu les différentes keynotes de la matinée. Donc tout d'abord, Gilles Loton qui est revenu sur les énergies intermittentes dans les îles. Donc qui a bien mis en avant le coût de production élevé, le mix carboné que l'on avait, que ce soit en Corse ou pour toutes les EDNI, bien entendu. Et que cela on devait développer les ENR, mais avec la problématique de l'intermittence et du caractère aléatoire de ces énergies. Et donc pour cela, il fallait travailler sur l'optimisation, sur ce pilotage de la mise en œuvre de ces ENR. Et donc que les solutions qu'on pourrait développer dans les îles pourraient devenir un exemple pour une généralité mondiale. Et que le point aussi le plus important peut-être, c'est une citation chère à Marie-Laure Nivet, que la meilleure énergie est celle évidemment qu'on ne va pas consommer, mais qui rejoint bien entendu la MDE. C'est quelque chose évidemment de trivial, bien entendu. Je reprends ensuite M. Ambach-Albertine qui est revenu sur le système énergétique corse et sur, je dirais, les prévisions, tout d'abord du schéma régional climat-air-énergie et avec la mise en œuvre de la PPE. Donc alors sur la partie bâtiment, la rénovation, il y a un plan massif qui va être développé. Je dirais que les prévisions sont plutôt bonnes, si je puis dire. Sur la partie mobilité, là, on n'est pas très bon. Il y a vraiment beaucoup de choses à régler, à développer en tout cas. Le covoiturage, je pense, c'est un des points, moi, le premier, qu'on n'utilise peut-être pas encore assez. Peut-être sur les transports en commun, il y a encore peut-être des choses à faire, mais s'il y a pas mal d'initiatives sur les communautés de communes. Et développer évidemment les ENR électriques. Et un des points importants, c'est que sur les années à venir, on va avoir un investissement de 4,5 milliards d'euros, avec beaucoup d'emplois à la clé. Et ça m'intéresse particulièrement évidemment pour Polytech, vu qu'on forme des ingénieurs dans le domaine. Nous avons eu ensuite une présentation du projet TILOS, donc un projet qui a fait collaborer quand même 7 pays. Et donc des représentants de l'Université de Corse. Donc là, c'était une mise en œuvre alors, sur un territoire plus petit que la Corse, mais avec des solutions qui ont permis quand même d'amener l'île à une certaine autonomie. C'est donc un projet très, très intéressant, bien entendu. Et s'en est suivi donc, la table ronde du matin, où on est surtout revenu sur la notion d'autonomie énergétique. Qu'est-ce qu'on entendait par ça? Est-ce que c'est une vraie autonomie à 100% ou est-ce qu'on garde quand même une connexion pour avoir une sécurité sur notre réseau? Parce que c'est évidemment la problématique. Le stockage, sans stockage, évidemment, on ne pourra jamais avoir cette autonomie. Et donc, le stockage et la stabilité du réseau. Cet après-midi, on a redémarré avec la présentation de M. Bredin sur les îles du Ponant. Donc, des exemples très concrets et très intéressants, j'ai trouvé, sur les 3 îles, avec alors, des résultats un petit peu différents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la MDE qui a été, je dirais, atteinte dans les 3 îles. Après, sur les ENR, alors c'est en cours sur certaines, mais ça reste un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, peut-être. Et sur la partie stockage, évidemment, liée toujours à la mise en œuvre des ENR.
sur la table ronde cet après-midi, donc on a pu avoir différents échanges autour je dirais, des institutions, qu'est-ce qu'elles mettent en place un petit peu sur leur territoire, notamment la CAB, sur le PCAET, sur le schéma directeur, la Banque des territoires, comment elle accompagnait un petit peu les projets sur la Corse, l'ADEME évidemment un partenaire important aussi sur ces accompagnements de projets, et Negawatt également, qui a fait apparaître un petit peu une image de l'autonomie de la France en 2050, sans nucléaire, et aussi l'aspect humain qui était également très important à prendre en compte, l'aspect humain, donc social, toute cette approche-là, qui je pense, ça peut être un des points aussi à développer sur le futur développement du schéma énergétique, l'aspect économique et évidemment l'environnement, bien entendu. Nous avons également eu Mélissa Léon sur la présentation des projets citoyens, relayé donc par M. Joseph Colombagne. Donc là, un projet très intéressant qui va mixer la partie énergie et la partie agriculture. Donc on est sur une approche un petit peu plus large. Et M. Deroule qui a bien insisté sur la sobriété dans la durée, que c'était un des points évidemment très importants pour la suite, hein, bien sûr. J'avais également noté, donc a été aussi... bon, j'y reviendrai après, pardon. Et donc la dernière table ronde faisait état donc, de l'innovation au service du développement de la transition énergétique, donc avec trois entreprises innovantes, et accompagnées par Cap Énergie, le pôle de compétitivité, et par la SAT Sud-Est qui fait le lien entre la recherche et le développement. Et on voit très bien que ce lien entre la partie innovation, la partie accompagnement, elle n'est pas toujours si simple. Hein. Il y a parfois des règlements qui vont être compliqués à contourner, ou en tout cas on ne va pas être totalement là-dessus parce que le règlement est fait d'une certaine manière et l'innovation est justement de trouver d'autres solutions. Donc c'est un des points sur lesquels il faudra aller. Et donc j'ai retenu de cette journée 2 propositions concrètes. Une concernant l'accélération de projets. Anne-Marie Pérez qui a proposé qu'on essaie de développer en Corse justement quelque chose sur l'accélération des projets. Et M. Vincent Deroule qui a proposé également que l'on acte dans le compte-rendu de la journée une communication autour de la sobriété énergétique. Voilà, donc là j'ai repris un petit peu le déroulé de la journée. Alors je m'étais posé plein de questions, plein de remarques, etc. Mais Isabelle me fait les gros yeux, donc je ne vais pas toutes les passer. Non ? Non, alors moi j'ai eu plein de réflexions, évidemment. La difficulté qu'on a quand on traite de la partie énergétique, c'est de se dire comment on l'aborde. Alors soit on reste dans son coin, mais dans ce cas-là on ne va pas aller très loin, et donc on va être obligé évidemment d'élargir tout le temps. Le problème c'est que d'élargir tout le temps, on se retrouve confronté à plein d'autres problématiques. Parce que l'énergie va être liée au transport, le transport va être lié aussi à l'alimentaire, ça va être lié au tourisme. Voilà. Donc c'est comment arriver à gérer un petit peu tout ça. Et cette journée, elle est super importante par rapport à ça. C'est-à-dire que ça permet, je pense déjà, sur la partie énergétique, de faire ce lien, de voir un petit peu tous les acteurs qui sont sur ces thématiques-là spécifiques, mais aussi de voir quelles sont les perspectives pour voir un petit peu plus loin. Et moi, dans les questionnements que j'avais, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, la partie transport en commun, c'est vrai qu'il y a des choses encore, je pense, à faire en Corse. Moi qui habite à Ajaccio, les transports en commun, mes filles ne peuvent pas prendre le bus, on ne peut pas compter dessus. Enfin, il y a des choses qui sont très, très, très compliquées. Donc, c'est juste pas normal à notre époque, quoi. Donc, voilà. La partie climatisation, on voit apparaître des climatiseurs sur chaque maison individuelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur des choses un petit peu plus collectives? Parce qu'on se rend compte, les pics que l'on a pu rencontrer l'année dernière, c'est dû à ça. Cette surconsommation qu'on va voir chez nous en été, ce qui est quand même assez incroyable. Donc les réseaux de chaleur, des solutions évidemment importantes aussi. Sur la mobilité électrique, il y a évidemment des choses très importantes à développer. Moi, j'avais juste une question sur la PPE initiale. Je crois que quand on implantait une borne électrique, on devait
mettre l'équivalent en PV. Je ne sais pas si ça va être conservé en termes de productible, je crois. Hein. Implanter l'équivalent en solaire PV pour compenser, je dirais, la charge. Alors voilà, il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là. Et moi, j'avais peut-être une réflexion sur le développement de la mobilité électrique, le lier à un aspect un petit peu social ou autre. C'est vrai que là, on part sur beaucoup de véhicules électriques qui sont implantés très régulièrement. Hein. Il y a eu des campagnes au niveau national où on nous pousse à aller là-dessus, mais en termes de production, est-ce qu'on est capable pour l'instant d'y aller? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir dans un premier temps à réserver peut-être certains véhicules électriques pour, on l'avait évoqué lors d'une réunion précédente pour le PETR du Sartenay-Ornans, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à réserver parfois peut-être les véhicules électriques sur des professions particulières, sur les professions sanitaires, on se rend compte qu'il y a certains professionnels de santé qui ne vont plus se déplacer dans les villages, ça leur revient trop cher. Ça peut être aussi une piste, pourquoi pas, pour leur permettre de continuer à travailler là-dessus. Ils vont rester sur sur une ville plus particulièrement. Bon, ce sont des pistes de réflexion. Hein. C'est évidemment des réflexions que j'ai pu avoir sur la journée aussi. Sur la partie rénovation des bâtiments, on l'a pas trop évoqué aujourd'hui, on a beaucoup évoqué la MDE, hein, cet aspect sobriété énergétique sur, je dirais, l'aspect sur la sociologie de l'énergie, hein, comment on va gérer un petit peu, nous, notre énergie, comment on éduque un petit peu tout le monde, mais sur la rénovation même des bâtiments, sur le pilotage des bâtiments, le décret tertiaire, toute cette approche-là, il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire, et ça va évidemment être lié à l'utilisation de matériaux biosourcés si on peut, évidemment. Alors Georges Guironnet aussi avait présenté une fois une construction à base d'isolation paille, toute cette approche-là. Donc ça fait le lien aussi avec d'autres projets de l'université sur l'isolant à base de liège, par exemple, sur toute cette approche d'économie circulaire, d'aller piocher un petit peu dans nos ressources locales à nous, sans aller chercher des isolants d'ailleurs. Et donc, avoir un impact peut-être sur la réglementation énergie, parce qu'il y a une réglementation énergie qui s'applique pour la Corse, mais qui n'est pas spécifique à la Corse, qui reste sur le continent. Donc l'approche aussi du bilan carbone en fait, des matériaux, comment on peut vraiment valoriser ça pour utiliser nos ressources locales, pour développer un petit peu ces filières. Je pense à la filière bois. On l'a évoqué en termes de le bois pour la partie biomasse, hein, en termes de chaleur, mais aussi sur la partie construction. Alors, il y a une structuration qui se fait, bien entendu, mais comment on pourrait encore développer ce point-là? Voilà, je pense avoir fini un petit peu la partie questionnement que j'ai pu me poser. Donc, vraiment, pour finir, donc dans un premier temps, évidemment, l'AMDE, la maîtrise de la demande en énergie, c'est peut-être le levier sur lequel on peut le plus facilement jouer rapidement, mais surtout, il faudra évidemment tenir dans la durée, que ce soit vraiment des choses que l'on garde dans nos habitudes. La partie rénovation bâtiment, pilotage, donc évidemment à poursuivre, mais tout cela pourra se faire qu'en collaborant avec les autres. Cette partie collaboration, c'est un des points, je pense, importants de la journée, de poursuivre ce type d'échange comme on peut avoir pour justement avoir lever certains problèmes en fait qu'on n'arrive pas parfois à la partie réglementaire qu'on a pas mal évoquée aussi dans la journée, hein, pour les entreprises innovantes qui essaient de développer des projets, bah, ces leviers-là, peut-être qu'avec ce genre de journée, ça peut leur permettre d'avancer peut-être un petit peu plus vite. Voilà, donc surtout l'approche collaborative que l'on doit avoir, que l'on doit poursuivre hein, pour avancer, que ce soit sur la partie énergie. Et je finirai juste un peu sur l'école d'ingé Polytech. Nous, c'est une école d'ingénieurs en énergétique. Alors, je suis très heureux d'avoir vu plein d'étudiants, d'anciens étudiants de Polytech qui sont diplômés, hein, que l'on retrouve maintenant un petit peu dans toutes les entreprises et institutions en Corse du domaine. Donc, notre mention énergétique avec 2 parcours, Smart Grid et Smart Building, donc le côté réseau intelligent, bâtiment intelligent. Et on est en train de travailler sur une nouvelle ouverture de mention d'ingénieurs en agronomie. Ce sera un petit peu le pendant de ce que l'on a côté énergie sur la partie production alimentaire, sur cette approche-là. Donc ça
fait le lien un petit peu avec le projet que l'on a pu voir sur Vacane. Voilà. Donc j'espère avoir... C'était pas vraiment une synthèse, hein, mais... Oui, ça te va? Bon. Merci à tous. Est-ce que Gradiel, là, tu veux dire un mot pour clôturer cette journée? Oui, vraiment un mot, parce que la journée a été très dense, très riche, et je pense qu'on est tous fatigués, et on a besoin de laisser maturer tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Juste pour vous remercier encore une fois tous d'être venus avec beaucoup de générosité, partager vos expériences, partager également avec nous des moments de débat et de la contradiction, mais je pense qu'on l'espérait aussi, cette contradiction, elle est importante. Donc vraiment merci à tous, on vous attend évidemment donc le 9, j'ai entendu donc Anne-Marie Pérez le 9 décembre sur cette journée, et l'idée aussi c'est de ne pas s'arrêter là. Et on espère que, c'est ce qu'on évoquait en aparté avec Anne-Marie Pérez, c'est que évidemment ça ouvre de nombreuses perspectives. On a vu effectivement des pistes déjà de réflexion, d'action à mener pour l'avenir. Donc on se donnera rendez-vous très certainement sur un prochain temps d'échange, peut-être on verra sur quel format, mais pour essayer d'avancer sur les pistes qui ont été avancées aujourd'hui et poursuivre évidemment cette vision prospective que l'on souhaite pour la Corse, c'est-à-dire pour une Corse évidemment avec un modèle sociétal qui soit exemplaire pour la suite et peut-être pour les autres. Voilà, merci à tous.